Aujourd'hui, dans Square Idée, notre feuilleton des transformations du monde et des manières de penser, nous avons invité Jeremy Rifkin. Le célèbre essayiste américain, spécialiste en prospective, conseiller d'une centaine de gouvernements internationaux, dont celui d'Angela Merkel, est l'architecte de la troisième révolution industrielle qui fut approuvée par le Parlement européen en 2007. Que nous annonce-t-il depuis 20 ans ? Qu'avec Internet et les réseaux, et maintenant la fin des énergies fossiles, nous avons changé d'époque. Le capitalisme jusque-là triomphant, malgré ses crises, vit ses dernières heures de gloire. Annick Stetta, jeune chercheuse en économie appliquée, n'est pas de cet avis et lui oppose des arguments rigoureux. Pour elle, le produit presque gratuit et le profit rikiki, la nouvelle société du coût marginal zéro, n'est pas à l'ordre du jour. Durant toute l'histoire du capitalisme, nous n'avons jamais anticipé une révolution technologique si extrême dans sa productivité qu'elle pourrait réduire le coût marginal au strict minimum et contraindre un marché capitaliste mondial hautement compétitif. Elle pourrait dans certains cas réduire presque à zéro ses coûts marginaux, en rendant même certains biens et services gratuits et abondants, non plus soumis au marché, mais désormais potentiellement partageables dans une économie des communaux collaboratifs. Ce qu'il se passe en ce moment, c'est que le capitalisme est en train de donner naissance à un enfant. Et ce nouveau-né s'appelle l'économie de partage des communaux collaboratifs. Bien sûr, ce n'est pas le premier système économique de partage à faire son entrée sur la scène internationale. Pensez au capitalisme et au socialisme au début du XIXe siècle. C'est donc un événement historique remarquable, même s'il n'en est qu'à ses balbutiements. Ce que nous commençons à observer, c'est un paradoxe profondément ancré au cœur du capitalisme et que nous n'avions jamais observé auparavant. Adam Smith, Karl Marx, Lord Keynes, aucun n'a vu ce paradoxe. Ce qui fait l'intérêt des travaux de Rifkin, comme ce qui fait l'intérêt d'autres essayistes et d'autres praticiens qui se sont imposés, notamment dans le débat économique, c'est qu'effectivement, ce sont des gens qui ont une vision. Les théories que développe Jeremy Rifkin depuis, en gros, le milieu des années 90 ont beaucoup de succès auprès du grand public, un certain succès auprès de dirigeants politiques, de responsables de collectivités locales notamment, mais il n'est pas considéré par les économistes strictement comme l'un des leurs. Ça n'est pas un fellow economist au sens où Keynes utilisait cette dénomination. Donc on ne peut pas dire que les économistes le considèrent comme un de leurs pairs et considèrent ces théories avec autant de sérieux qu'ils considèrent des théories fondées par d'autres économistes. Ils sont intéressés par ce que fait et ce que produit Jeremy Rifkin, mais ils le regardent comme quelqu'un qui n'exerce pas tout à fait le même métier qu'eux. Quelqu'un qui fait du conseil, quelqu'un qui s'appuie sur une connaissance économique, une connaissance du monde contemporain pour livrer ses conseils à un certain nombre d'acteurs du monde économique et du monde politique. Lorsque j'ai écrit La fin du travail, The Economist a rédigé un article dans lequel ils écrivaient « Nous continuons de penser que le bon sens traditionnel du capitalisme tient bon. Les nouvelles technologies créent et augmentent la productivité. Bien sûr, elles perturbent les vieilles industries, mais lorsque des emplois sont supprimés, de nouveaux les remplacent. Et moi, je leur ai dit, non, c'est fondamentalement différent. » Dès 1995, l'automatisation croissante de l'industrie et des services amenait à prédire la fin du travail. Aujourd'hui, la chute des énergies fossiles ouvre la voie aux énergies renouvelables. Et l'explosion d'Internet nous a permis d'entrer dans l'âge de l'accès. Dans des secteurs entiers comme l'industrie musicale, le web a donné naissance à un nouvel acteur économique, le producteur-consommateur ou prosommateur qui peut interagir en réseau avec tous et avec tout, pour un coût marginal quasi nul. Ce nouveau modèle d'économie de partage, les communaux collaboratifs, favorisé par l'essor des imprimantes 3D et par l'Internet des objets, va faire tomber le capitalisme de son piédestal.
la troisième révolution industrielle est en marche. Si nous remontons au XIXe siècle, nous observons une convergence des communications, de l'énergie et des transports. La première révolution industrielle née en Grande-Bretagne. Au XXe siècle, la deuxième révolution industrielle venue des États-Unis a centralisé l'électricité et nous a fourni une nouvelle forme de communication, le téléphone. Puis il y a eu l'essence à prix bas au Texas, les moteurs à combustion interne et Henry Ford a mis tout le monde en voiture avec un réseau autoroutier. Cette deuxième révolution industrielle nous a conduits au XXe siècle et aujourd'hui qu'elle a atteint son apogée, elle est en déclin. Nous avons affaire désormais à l'émergence d'une troisième révolution industrielle engendrée par la numérisation des communications, de l'énergie et des transports. Et c'est cela que nous appelons l'Internet des objets. Quand l'Internet de la communication rencontrera l'Internet des énergies renouvelables digitalisées et l'Internet des transports automatisés et digitalisés, nous pourrons commencer à produire et partager toutes sortes d'objets physiques, de l'énergie aux produits issus de l'impression 3D, à un coût marginal proche de zéro, à l'extérieur du marché capitaliste et au sein de l'économie de partage. Ce rythme de croissance, postérieur à la Seconde Guerre mondiale, c'est lui l'accident de l'histoire. Donc la question est de savoir si on va revenir à des niveaux de croissance typiques du 19e et du début du 20e siècle, qui en fait étaient des niveaux de croissance modérés, mais qui, eux, ne s'accompagnaient pas d'un chômage de masse parce qu'on était dans un modèle économique largement différent, mais qui, par contre, s'accompagnait d'une moindre richesse de l'ensemble des habitants du continent européen, par exemple. Le niveau de vie des Européens à la fin du 19e siècle n'était pas du tout le même que le niveau de vie des Européens à la fin du 20e siècle. Donc, est-ce qu'on va revenir à une espèce de croissance lente qui poserait plein d'autres questions ? Des questions d'inégalité sociale, des questions de tension entre les offreurs de travail et les détenteurs du capital, ou est-ce qu'on va passer à quelque chose de complètement différent, qui est peut-être ce que Rifkin expose dans ses derniers ouvrages? Ça, c'est la question à laquelle les économistes n'ont pas de réponse. Tout le monde est d'accord, de nouvelles formes d'activité économique sont en train de se déployer. Il y a une part de plus en plus importante jouée par des acteurs ne cherchant pas nécessairement à maximiser leurs profits. Donc tout ça est vrai. On sent bien effectivement que Rifkin a un peu envie de se débarrasser de l'économie capitaliste ou de l'économie libérale. Néanmoins, ce que fait Rifkin a là aussi un peu des connotations populistes, parce que c'est très vendeur de dire aux lecteurs, consommateurs, citoyens, le capitalisme, c'est le grand méchant loup, et vous serez tellement plus heureux quand il n'y en aura plus. Ce qui est intéressant, la vraie question, c'est de savoir comment on ferait vivre les individus dans l'univers assez charmant, assez utopique que dépeint Rifkin, mais dont il ne donne finalement pas les vraies clés de fonctionnement. Prophète, phénomène médiatique, oracle, troisième révolution industrielle, pop economics. En 2000, j'ai écrit ce livre, L'âge de l'accès, dans lequel j'expliquais que la nouvelle génération passerait d'elle-même du marché de biens personnels à l'accès aux relations et aux expériences en réseau. À l'époque, mes collègues me disaient « Mais non, voyons, ça n'arrivera pas ». Eh bien si, c'est en train d'arriver. Prenez le covoiturage. Des millions de jeunes gens se rendent sur la plateforme de l'Internet des objets. Ils se connectent, grâce à leur smartphone, à l'Internet de la communication sur un site de covoiturage. Et immédiatement, par guidage GPS, quelqu'un qui possède une voiture à 3 minutes de chez eux vient les chercher. Ils paient par PayPal et n'ont même pas besoin de sortir leur portefeuille. Prenez l'industrie du disque. Ils ont tout essayé pour empêcher des millions de jeunes gens de partager leurs fichiers musicaux. Ils ont essayé l'encodage et la criminalisation, mais ça n'a pas fonctionné. Lors de la création d'Internet en 1990, un artiste devait vendre 100 000 albums en France pour recevoir un disque d'or, ce qu'a réussi François Feldman. En Allemagne, c'était 150 000 de plus, ce qu'a accompli David Hasselhoff avec son Avec l'arrivée de Napster en 1999 et l'échange de musique via Internet, plus besoin de copier les cassettes des copains. Exit aussi les compiles d'amour.
l'industrie du disque ne s'en remet pas et chute d'au moins 50% selon les pays. En 2003, 100 000 albums suffisent à l'obtention du sillon d'or allemand. En France, c'est encore plus facile de se dorer la cellule. Depuis 2009, vendez 50 000 albums et c'est paillettes. Enfin, une baisse des prix. La façon dont l'industrie musicale réagit aujourd'hui est assez intéressante, parce qu'on est passé de la lutte contre le piratage qui a échoué à la lutte contre le streaming sauvage qui a un peu moins échoué. Et donc maintenant, on arrive à des systèmes de streaming payants, où toute la question est de savoir comment vont se répartir les droits entre les musiciens, les majors de l'industrie du disque ou de la musique, puisque maintenant on ne peut plus vraiment parler d'industrie du disque, et les diffuseurs sur Internet. Donc il y a une capacité de réaction des différents secteurs d'activité concernés que Rifkin, à mon sens, néglige. Il y a quand même quelque chose qui est la propriété intellectuelle et qui n'est pas quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de main. Ce qui cristallise ce glissement vers une économie de partage des communaux collaboratifs juxtaposés au marché capitaliste est ce qu'on appelle le coût marginal proche de zéro. Dans le monde des affaires, le coût marginal est le coût produit par l'unité supplémentaire d'un bien ou d'un service après en avoir payé le coût fixe. Nous encourageons toujours les chefs d'entreprise à être constamment en quête de nouvelles technologies qui pourraient augmenter leur productivité et réduire leur coût marginal afin qu'ils puissent produire des biens et des services moins chers, gagner des consommateurs et des parts de marché et ainsi rapporter des sommes considérables à leurs actionnaires. Cela touche de nos jours des centaines de millions de personnes et à tout moment, n'importe qui sur Internet devient un prosommateur, pas simplement un vendeur ou un acheteur, un propriétaire ou un ouvrier, mais un prosommateur et commence à produire et partager toutes sortes de biens virtuels sur Internet à un coût marginal proche de zéro. Un changement dans la manière de penser l'emploi et le travail. Redéfinir la liberté. La société du coût marginal zéro. Le coût marginal zéro, qu'est-ce que c'est ? En économie concurrentielle, la tarification optimale se fait au coût marginal. Autrement dit, une entreprise en situation de concurrence pure et parfaite vend ses produits au coût de la dernière unité produite. Le tout petit problème, c'est qu'en réalité, il y a très peu de marchés fonctionnant en concurrence pure et parfaite. C'est l'anomalie. Les lessives, c'est d'ailleurs un exemple assez formidable parce que quand vous êtes un grand lessivier, vous avez intérêt à avoir plusieurs marques. Parce que vous savez que les gens changent régulièrement de marque de lessive. Et donc, X% de vos clients vont changer de marque de lessive. Mais si vous avez plusieurs marques, il y a une probabilité assez forte qu'ils finissent par acheter une autre de vos marques. Donc, toute la concurrence monopolistique consiste à essayer de créer un monopole, par nature temporaire, sur un segment de marché donné. Et quand vous êtes en concurrence monopolistique, et a fortiori quand vous êtes en situation de monopole, vous échappez à la règle de la tarification au coût marginal. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle un surprofit. Vous faites un profit supérieur à ce qui serait en concurrence pure et parfaite. Et la concurrence monopolistique, c'est l'essentiel des secteurs d'activité qui nous entourent. L'Internet des objets, l'économie de partage des communs collaboratifs, le glissement de la propriété à l'accès partagé, le passage du marché au réseau. Comment alors financer cet Internet des objets ? Comment mettre en place cette plateforme ? Nous avons dépensé en 2012, par exemple, 740 milliards de dollars pour de nouveaux investissements dans les infrastructures privées et publiques partout en Europe. Ça représente beaucoup d'argent. Et ça, c'était une mauvaise année. Le problème, c'est que l'argent est bien là, mais les investissements consacrés à la deuxième révolution industrielle du XXe siècle ont servi à améliorer les technologies de télécommunication et les énergies fossiles et nucléaires qui, aujourd'hui, déclinent. On n'obtient donc rien de ces investissements, on les gaspille. Si nous prenions 25% de cet argent, que nous investissions dans l'infrastructure et que nous débloquions ces fonds afin de les investir dans la nouvelle infrastructure, nous pourrions redémarrer rapidement l'économie et nous redonnerions du travail aux gens. Le système est intelligent et ne réclamera donc que de petits groupes consultatifs. Nous observerons alors une migration de l'emploi vers l'économie sociale parce que l'économie de partage continuera de croître. La troisième révolution industrielle, la transition énergétique, l'Internet des objets, l'Europe digitale. La deuxième révolution industrielle a des laissés pour compte. La situation économique actuelle laisse beaucoup de gens sur le côté de la route. Et il est raisonnable de redouter que les évolutions économiques en cours,
alors qu'on les appelle passage à une troisième révolution industrielle ou qu'on ne les appelle pas de cette façon-là, se traduira non seulement par une diminution des emplois peu qualifiés, mais par un grignotage progressif des emplois qualifiés, voire même pour certains très qualifiés. Donc là où Rifkin a raison, c'est que la fin du travail est quelque chose qu'on peut redouter. Alors il l'appelle de ses voeux en disant c'est formidable. La fin du travail, ça veut dire que les individus auront beaucoup plus de temps pour tout un tas d'autres activités plus épanouissantes, etc. Le problème, c'est qu'au bout de la journée, il faut quand même bien qu'ils dégagent un revenu leur permettant de vivre. Dans mon pays, 10% de l'emploi est désormais concentré dans le secteur à but non lucratif, parce que c'est là que les êtres humains créent un capital social et que l'activité économique se fonde sur l'engagement d'êtres humains envers leurs semblables. L'éducation, les services de santé, la prise en charge de personnes âgées, les garderies, l'environnement, le sport, la culture et les arts. Dans certaines régions d'Europe, ce secteur constitue désormais 15% de l'emploi. Et on observe que l'emploi, quand il passe du marché capitaliste à l'économie sociale, devient également plus intéressant. Conduire un camion sur une route tous les jours est un travail plutôt abrutissant, tout comme contrôler des pièces sur une ligne de montage. Il est plus stimulant pour l'esprit humain de prendre part à l'économie sociale. La question de la valeur, c'est sans doute l'une des 2 ou 3 questions les plus anciennes de l'analyse économique. La vraie question est de savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur en économie et sur quoi est fondée la valeur. Donc il y a tout un tas de théories qui vont de la valeur travail à la valeur liée à l'échange sur un marché, qui permettent d'approcher l'idée de valeur. En fait, c'est quelque chose de totalement subjectif. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est la fameuse publicité L'Oréal, dans laquelle vous voyez un certain nombre de mannequins vedettes et de stars du cinéma vous dire « L'Oréal, parce que je le vaux bien ». En réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le lien entre la valeur qu'un individu s'attribue et le fait d'utiliser un shampoing, un rouge à lèvres ou un fond de teint ? Donc on voit bien que dans la notion de valeur, il y a quelque chose de subjectif. L'économie est obligée d'éliminer cette part subjective parce que l'économie ne sait pas vraiment mesurer ce qui est subjectif. Valeur d'usage, angélisme, valeur d'échange, poudre aux yeux, valeur du travail. La seule question, c'est qui paie les salaires ? Une grande partie du travail est bénévole, mais des millions de gens devront payer. On a là affaire à un mythe. Mes collègues économistes se demandent si ce ne serait pas un secteur parasite. Le secteur à but non lucratif et l'économie sociale reposent-ils sur des aides gouvernementales, de la philanthropie et des subventions de fondation ? Non. C'est un mythe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans 40 pays sondés, plus de la moitié du revenu alloué aux organismes à but non lucratif est lié à la santé, à l'éducation et à toutes sortes de services. Environ 32% seulement vient des gouvernements. C'est moins que ce que reçoivent les entreprises privées, qui, elles, ne se font pas traiter de parasites. Elles perçoivent pourtant davantage d'aides gouvernementales. C'est donc un secteur immense, qui a toujours été là, mais qui n'a pas été reconnu par les économistes. Mais à présent, les nouveaux jeunes diplômés se voient comme des entrepreneurs sociaux. Quand vous bénéficiez d'une aide à la personne, quand vous avez chez vous un assistant de vie, etc., en règle générale, vous n'êtes pas capable d'en assumer vous-même le coût. Donc il y a tout un tas de mécanismes d'aide publique qui se mettent en place pour vous rendre solvable. Mais ces aides publiques, elles veulent dire qu'il faut bien qu'il y ait une base taxable. Parce que s'il n'y a pas de base taxable, s'il n'y a pas d'entrée fiscale, c'est très très compliqué de subventionner des secteurs économiques entiers. Effectivement, l'idée selon laquelle les prosommateurs vont fabriquer tout un tas de biens et se les répartir entre eux, ces biens étant quasi gratuits, a quelque chose d'extrêmement séduisant. Mais ça veut dire aussi que cela échapperait très largement à l'impôt. Quand vous échappez à l'impôt, quand il n'y a plus de base taxable, il n'y a plus d'argent public. Et quand il n'y a plus d'argent public, tout un tas de secteurs d'activité qui ne sont pas immédiatement solvables sont menacés. En France, c'est la loi numéro 2013-1117, en Allemagne, le paragraphe 370 de la Abgabenordnung qui pénalise la fraude fiscale. Pourtant, selon un rapport de l'ICIJ, le Consortium international du journalisme d'investigation, 340 grandes entreprises, dont la marque à la pomme, fraudent en toute légalité grâce à des paradis fiscaux plantés de palmiers, comme les Bermudes. L'Éden européen de l'optimisation fiscale est le Luxembourg.
Malgré les multiples lois antifraude des différents États membres de l'Union européenne, ces entreprises y créent des filiales ou des sociétés écrans pour payer moins ou aucun impôt. Le journaliste Xavier Marel estime dans une enquête que 20 000 à 30 000 milliards de dollars, soit les 2/3 de la dette mondiale, sont cachés dans les paradis fiscaux. J'aime Google, je l'utilise tous les jours. C'est une boîte magique, j'adore ça. Je n'utilise pas tellement Facebook ou Twitter. Oui, ces nouvelles entreprises Internet sont des entreprises capitalistes, mais elles ont su créer un bien commun pour que nous puissions produire et partager toutes sortes de biens et de services à un coût marginal bas sur le marché capitaliste, voire à un coût marginal proche de zéro sur les communaux, nos vidéos, nos blogs, etc. Dans ce mouvement, de vieilles industries ont souffert, mais Google, Facebook et Twitter sont devenus les nouvelles entreprises de la troisième révolution industrielle. Cependant, aujourd'hui, nous sommes inquiets parce qu'elles commencent à ressembler à des monopoles mondiaux. S'il nous faut tous compter sur Google pour nos recherches, et nous n'avons pas le choix, alors ces entreprises commencent à ressembler à un bien commun. Il est naïf de croire qu'elles ne seront pas réglementées. Les jeunes ne vont pas simplement accepter passivement qu'une poignée d'entreprises et de pays contrôlent le prochain stade de l'histoire de l'humanité. Ils s'organiseront. Je pense que la génération Y se dirigera vers une déclaration internationale des droits numériques afin de conserver l'ouverture et la transparence de ce système. Quand Angela Merkel est devenue chancelière d'Allemagne, elle m'a demandé de venir à Berlin au cours des 2 premières semaines de son mandat pour l'aider à résoudre les problèmes liés à la croissance économique et à la création d'emplois dans son pays. La première question que je lui ai posée était la suivante. Comment faire avancer la croissance économique de l'Allemagne, de l'Europe ou du monde, en prenant en compte le crépuscule de la grande deuxième révolution industrielle ? Les technologies sont vieillissantes, les énergies nucléaires et combustibles fossiles faiblissent, les modes de transport et les routes sont en bout de course. Je lui ai exposé les grandes lignes de la troisième révolution industrielle et dès le premier jour, elle m'a dit « C'est ça que je veux pour l'Allemagne ». Ainsi, en Allemagne, 7 ans plus tard, 27% de l'électricité est à la fois éolienne et solaire à un coût marginal proche de zéro. Dès 2020, 35% de l'électricité sera constituée d'énergie éolienne et solaire, et donc renouvelable. Et dès 2050, elle sera constituée à 100% d'énergie éolienne et solaire et d'autres énergies propres. Mais ce qui est intéressant dans le cas de l'Allemagne, c'est que lorsque vous payez votre panneau solaire, votre couche mince ou votre turbine éolienne, le coût marginal de cette énergie tend vers zéro. Le soleil n'envoie pas la facture. Le vent n'envoie pas la facture. Le chauffage géothermique n'envoie pas la facture. Et savez-vous qui produit tout ça? Des millions d'Allemands, des consommateurs, des propriétaires, des fermiers, de petites entreprises, des ONG qui ont créé des coopératives. Voilà l'économie de partage des communaux collaboratifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Chine a désormais repris ce thème pour son futur développement économique. J'ai rencontré des chefs d'entreprise et de gouvernement et 11 mois après ma visite, le réseau électrique de Chine a annoncé un engagement initial de 82 milliards de dollars sur 4 ans pour mettre en place cet Internet de l'énergie digitalisé afin que des millions de Chinois puissent produire leur propre électricité éolienne et solaire et la repartager sur le réseau. Ce qu'il dit de l'économie allemande, qui a recours de plus en plus à l'éolien, à l'énergie solaire, etc., est tout à fait vrai. Il n'en demeure pas moins que l'économie allemande est actuellement très tributaire du charbon. Elle a fait le choix de se détourner du nucléaire et de passer pour le moment à une énergie plus carbonée qu'elle ne l'était par le passé. Donc ça pose aussi à l'Allemagne tout un tas de problèmes économiques, sociaux, géopolitiques. Ça n'est pas du tout une décision facile et une décision neutre. Là aussi, Rifkin s'émerveille du choix qu'ont fait les autorités chinoises de développer des énergies propres. En réalité, c'est un choix parfaitement rationnel et parfaitement économique de la part des autorités chinoises. Ce n'est pas du tout un enthousiasme qui serait né du souhait de la Chine de contribuer à un monde nécessairement plus propre. D'abord parce que l'économie chinoise, et la Chine tout entière, souffre terriblement de la pollution. L'idée de la Chine, c'est aussi de devenir le meilleur élève, le pionnier dans un certain nombre d'industries. Et l'énergie propre en fait partie.
C'est notamment le cas dans l'industrie des panneaux solaires, où les panneaux solaires chinois raflent de plus en plus de marchés au niveau mondial. Si nous mettons en place l'Internet de l'énergie, cela signifie que l'humanité tout entière va produire sa propre énergie éolienne et son électricité verte localement, partagée sur tous les continents, en passant des combustibles fossiles à une énergie propre. Ensuite, si nous mettons en place l'Internet des transports, cela signifie que nous partagerons les véhicules et que nous réduirons donc notre empreinte écologique. C'est pour ça que j'ai écrit dans mon livre « La nouvelle société du coût marginal zéro » que c'est le seul plan économique que je connaisse capable de répondre à temps au réchauffement climatique dont les répercussions seraient terribles pour l'humanité. Il nous faut mener cette transition rapidement, habilement et délibérément si nous voulons offrir un futur viable à nos enfants et aux générations futures. Au XVIIIe siècle, le fondateur de l'économie politique, Adam Smith, parlait d'une main invisible des marchés. Sera-t-elle demain, par nécessité économique et écologique, une main secourable ? Square Idée, c'est fini pour aujourd'hui. Allez donc partager un peu de soleil avec vos voisins. C'est gratuit.